Non, on a pas essayé. Ah ouais, quand même. Somewhere beyond the sea. Bonjour à tous, ici Vladimir de Dopamine. Avez-vous déjà essayé de nager dans du miel? Pas nécessairement. Pourtant tous les jours, de micro-organismes pratiquent leur natation dans des conditions similaires. Parce qu'ils sont tout petits et n'avancent que tout doucement, l'eau leur colle à la peau. Les couches de fluide évoluent parallèles entre elles, on parle alors d'écoulement laminaire. À notre échelle, cette fois, les vitesses et les dimensions du corps humain sont telles que l'écoulement est majoritairement turbulent et devient la principale cause de résistance à l'avancement. Mais alors comment ces turbulences apparaissent-elles? Pour le savoir, il faut introduire la notion de couche limite. À proximité de la surface d'un objet plongé dans un courant de fluide, la vitesse d'écoulement est nulle. Plus on s'en éloigne, plus la vitesse augmente jusqu'à être égale à celle du fluide. La couche limite correspond à ce gradient de vitesse situé entre la surface d'un objet et le reste du fluide. On parle alors de résistance de frottement entre les couches de fluide. Maintenant, supposez que la surface de cet objet est courbe ou irrégulière. On assistera alors à un décollement de la couche limite qui inévitablement entraînera l'écoulement turbulent, source de freinage. La couche limite se décolle donc sans surprise. On parle alors de résistance de forme. Si maintenant vous revenez un petit peu sur l'anatomie humaine, vous remarquerez qu'elle est faite de creux, de bosses, d'arêtes et de courbes. Non seulement la vitesse et les dimensions ne facilitent pas l'écoulement laminaire, mais la forme du sujet en elle-même est une injure au canon de l'hydrodynamique. La couche limite se décolle donc sans surprise. Pour quantifier cette résistance, on dispose d'une formule relativement simple, vous allez le voir, R égale KSV2. Donc K est un coefficient fourre-tout qui tient compte de la densité et de la viscosité de l'eau, de la rugosité de la peau et de la forme du corps. S quant à lui correspond à la surface du mètre couple. Donc on prend la section la plus profonde et la section la plus large pour obtenir l'air total qui s'oppose à l'avancement du nageur. Enfin V2 n'est jamais que la vitesse au carré. Autrement dit, sous l'eau, pour aller 2 fois plus vite, il faut combattre une résistance 4 fois supérieure. Certains animaux, comme les requins, ont le corps recouvert de petites excroissances, les denticules cutanés. Ces écailles, recouvertes d'émail, un petit peu comme des dents, limitent le fameux décollement de la couche limite et faciliteraient l'entretien d'un écoulement laminaire. En effet, lorsque vous plongez dans un courant de fluide une balle lisse, l'inévitable décollement de la couche limite entraîne un large sillage de turbulence. A l'inverse, si vous étudiez l'écoulement autour d'une balle de golf, la couche limite se maintient plus longtemps et le sillage de turbulence est alors nettement réduit. Cette caractéristique associée à une peau souple et une forme hydrodynamique réduit considérablement les résistances à l'avancement et participerait même à la propulsion du requin. Mais que se passe-t-il maintenant, si vous voulez, lorsqu'on arrive en surface? Eh bien, s'ajoute aux résistances de frottement et notamment de forme, une résistance de vague qui entraîne une différence de pression entre l'avant et l'arrière du nageur. Donc l'énergie cinétique, l'énergie liée au mouvement si vous voulez, est transformée en énergie potentielle. Une vague apparaît à l'avant du nageur. Cette traînée de vagues, quant à elle, augmente en fonction du cube de la vitesse. Autrement dit, dans ce cas-là, pour aller 2 fois plus vite, il faut combattre une résistance de vague 8 fois supérieure. Donc voilà, si vous ressentez des difficultés à accélérer, c'est tout à fait normal. Comme vous l'aurez remarqué, cette résistance de vague est valable dans les 4 nages. Dans ces conditions, nage-t-on réellement toujours plus vite sous l'eau? Eh bien la réponse reste quand même à nuancer. Alors effectivement, à propulsion égale, on ira systématiquement plus vite sous l'eau qu'à la surface, pour les raisons qu'on vient de voir. Néanmoins, pour beaucoup d'entre nous, en nage autonome, l'addition du travail des bras et des jambes compense la résistance de vague, tandis qu'en immersion, le seul travail des jambes n'est pas toujours suffisant pour aller aussi vite. Mais alors pourquoi encourage-t-on monsieur tout le monde à rester immergé après le départ et les virages? Eh bien, les résistances étant plus faibles sous l'eau qu'en surface, on commence à bien le comprendre, le nageur entretient plus facilement la vitesse acquise avec la poussée depuis le mur en ondulation, plutôt qu'en nage complète. C'est bien ça la clé. Utiliser une vitesse est plus efficace en ondulation. A l'inverse, générer une vitesse est plus facile en nage complète qu'en ondulation. Pour m'en convaincre, j'ai moi-même essayé un départ avec poussée depuis le mur, en ondulation et en nage complète, et effectivement, sur 12,50 m,
j'avais 15 cm d'avance en ondulation plutôt qu'en nage complète. Certains nageurs présentent des caractéristiques morphologiques telles qu'ils peuvent effectivement optimiser leur mouvement d'ondulation au point d'aller systématiquement plus vite sous l'eau qu'en surface. Ceci dit, même chez ces nageurs, la formation de vortex et leur départ en ondulation correspond à une perte d'énergie pour le nageur. Mais si cette perte d'énergie est inévitable, l'une des stratégies du nageur est d'utiliser l'énergie de ces tourbillons pour se propulser. Et donc pour terminer, je dirais juste que ça leur permettrait de se rapprocher du mouvement d'ondulation des mammifères marins. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie vraiment de votre écoute. Partez sans a priori sur vos capacités. Et de façon plus générale, essayez tout simplement. A bientôt, au revoir. Somewhere beyond the sea.